votre émission Les Distingués. Madame et messieurs, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un autre monsieur qui a fait un grand nom dans ces pays à travers une profession que tout le monde aimera bien qu'on en parle. Alors tout de suite, comme dans nos us et coutumes, nous passerons du côté de la régie, suivre les portraits, car à l'heure de ces portraits, nous découvrons de qui s'agit-il et on comprendra pourquoi nous devons les recevoir. Ensuite, on se retrouve tout juste après. En République démocratique du Congo, il est impossible de parler des grands, des enseignements supérieurs, sans parler de cet homme. Lui, c'est professeur Malembe Tamandiak. Il est congolais, est né à Bolokala Kitimi, dans la province du Kwilu, dont il est l'originaire. Le 28 mars 1936, fils de feu Joseph Malembe et de Francis Mamundel, a fait ses études primaires, 3 années post-primaires et 6 années de formation médicale à Kwilu. En 1959, Malembe Tamandiak s'envola pour la France, question de poursuivre les études en médecine. Et suite à la non-équivalence de la dite formation entre les systèmes belges et Afrique française, le candidat va alors décider de s'orienter aux études de la communication. C'est ici que l'histoire a commencé. Malembe Tamandiak s'engagea aux études de la presse jusqu'à devenir un professionnel de la plume. Bien qu'en novembre 1960, la France lui avait notifié qu'il y avait maintenant possibilité de poursuivre les études en sciences infirmières. Les candidats avaient déjà un autre goût. Avec un esprit d'innovation, le dévouement, l'homme deviendra le formateur d'autres journalistes jusqu'à initier le 28 mai 1973 l'Institut supérieur des techniques de l'information, ISTI. Non seulement l'établissement devrait quitter Lubumbashi, son lieu de création, pour Kinshasa, la capitale, il avait aussi subi quelques modifications, jusqu'à être nommé Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Également fondateur et recteur de l'université Malembe Tamandiak, jadis IFGC, Institut facultaire de gestion et de communication. Et encore les cofondateurs de l'Institut supérieur des statistiques, ISES. Animé par un souci patriotique très élevé, le professeur émérite Malembe Tamandiak a su doter le pays d'une trempe de journalistes chevronnés capables de mener des analyses en profondeur. Avec les 4 décennies d'expérience dans le journalisme, ces pionniers avaient réussi, plus loin encore, de concevoir et finaliser le 3e cycle dans le domaine de l'information et de la communication. Sur ce, les études statistiques ont démontré que 85% des journalistes congolais œuvrant au pays comme à l'étranger sont tous les descendants d'un seul géniteur, le patriarche, professeur émérite Malembe Tamandiak. Professeur Malembe Tamandiak, c'est de lui qu'il s'agit. Il est professeur, il est l'ancien journaliste, le premier présentateur du journal télévisé en République démocratique du Congo. Et jamais ça. Il est également l'initiateur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. C'est de lui sont sortis plusieurs journalistes. Vous comprenez qu'il est géniteur de plusieurs journalistes ici au pays. Alors, mesdames et messieurs, passons à la rubrique suivante intitulée L'invité en personne. C'est par là qu'il va nous parler. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue. Voilà, nous sommes maintenant avec le professeur, l'homme que vous venez de voir dans le portrait. Nous l'avons annoncé et maintenant il est avec nous. Je m'en vais déjà les saluer. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. En tout cas, très heureux de vous voir. Ça fait très longtemps que nous étions à votre recherche et nous allons vous voir et merci de nous recevoir chez nous. Voilà. L'actualité nous l'oblige, professeur. Il s'agit là de l'éducation. Vous, en tant que professeur, et vous avez beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de gens affirment que notre enseignement connaît un peu une baisse. Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines, le chef de l'État même l'avait affirmé en Côte d'Ivoire par rapport à ses propos, par rapport au niveau de l'enseignement en RDC. Vous avez quel point de vue? Eh bien, il faut poser la question au chef de l'État. Il y a une position en Côte d'Ivoire sur le niveau de notre enseignement. Que fait-il pour que cet enseignement soit à un niveau élevé? Si le niveau de l'enseignement est bas,
d'abord, ce n'est pas le propre du Congo. C'est un problème mondial. Les statistiques sont parlantes. Actuellement, les niveaux de l'enseignement partout dans les pays, sauf dans certains pays, comme n'est-ce pas, la Corée du Sud, comme Finlande, comme la Chine, comme le Japon, partout le niveau de l'enseignement est très très bas. Et ici chez nous, si le niveau de l'enseignement est très très bas, la responsabilité incombe à l'État qui ne met pas, qui n'a pas pris de dispositions pour mettre, n'est-ce pas, l'école congolaise au milieu du village, au niveau où devait normalement se trouver. L'État est donc responsable parce que nous avons les enseignements ou les enseignants qualifiés. Tous ceux qui enseignent aujourd'hui à l'université congolaise, la plupart, moi qui vous parle, j'étais formé depuis la première année universitaire jusqu'au doctorat par les meilleures universités européennes, la Sorbonne, Louvain, n'est-ce pas? Mais, et les enseignements que je dispense, les niveaux que je dispense, n'est pas différent, ne sont pas différents de ce qui se passe, de ce que j'ai appris quand j'étais à l'université européenne. Même les conditions du travail, donc professeur occidental, les niveaux, les conditions de travail sont tout à fait différentes. Je travaille dans les pires des conditions. Combien l'État me paye-t-il? Combien l'État français paye-t-il un professeur d'université? Et combien paye l'État congolais d'université? Est-ce que nous avons des bibliothèques dans ces pays? Ça n'existe pas. Donc, et quelle est la part de budget que l'État réserve à l'université? 2%. 2%. Donc si l'enseignement est de niveau bas, la responsabilité incombe à l'État congolais, au président de la République, parce que c'est lui qui est le sommet de l'État. 2% c'est vraiment très précaire. Professeur, mais ici l'actualité nous l'oblige, comme j'avais dit au début. Nous sommes au Congo où il y a tout mal, entre guillemets, entre la famine, nous avons toujours la crise économique qui bat record au monde, nous avons des corruptions et Tchékéry, mais curieusement nous avons la visite du roi belge pour la réconciliation entre l'ancien colonisateur et l'ancienne colonie. Le roi belge, même maintenant là, il est à Lubumbashi même pour continuer sa visite. Quelles seraient les opportunités à saisir par rapport à la présence de ces grands hommes politiques belges? Oh, je ne sais pas si cela va rapporter quelque chose de spécial. Peut-être que cela va rapporter à l'homme politique. Peut-être que le prestige du chef de l'État va augmenter dans son entourage. Mais qu'est-ce que les Belges vont nous rapporter de spécial? Qu'est-ce que cette visite va nous rapporter? Personnellement, ça ne va rien rapporter. Peut-être que ça va politiquement raffermir les relations belgo-congolaises. Peut-être. Mais matériellement, qu'est-ce que cela va rapporter? Devant l'immensité des problèmes auxquels notre pays est confronté. Non, c'est être trop optimiste en croyant que la visite royale va changer beaucoup de choses dans ce pays. Moi, je ne crois pas. C'est un rêve. C'est un rêve. Merci professeur. Il y a un espace à l'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications ici, un espace nommé Espace Malembe. Pour votre honneur, on a nommé cet espace Malembe. Pensez-vous que c'est suffisant ou vous souhaitez encore avoir d'autres pour votre honneur? Bon, d'abord, si effectivement les autorités de l'IFASIC ont fait ça, depuis que j'ai quitté l'IFASIC, c'est en leur honneur. Ce sont des gens qui savent réfléchir, ce sont des gens qui même, ce sont des intellectuels, ce sont des hommes de culture qui n'oublient pas les passés. Dans notre pays, on a la tradition d'oublier les passés. Celui qui arrive croit que c'est lui qui est le fondateur, que c'est lui qui a posé les premiers actes. Alors qu'avant lui, il y a eu d'autres personnes qui lui ont passé. Et donc je remercie
mes successeurs, à commencer par Ndelolo, à commencer puis Kitima, et puis Ekambo, Mukeni, qui ont passé à aménager cet espace. Je leur suis très très reconnaissant parce qu'effectivement, j'ai dirigé l'IFACI pendant à peu près 26 ans. Okay? J'ai commencé l'IFACI à Lubumbashi pendant 2 ans et Xavier Kinshasa avec l'IFACI pendant 24 ans. Et c'est normal que certains amis conservent un souvenir de ce passage. Et donc je leur suis infiniment reconnaissant. Ce sont des pauvres gens matériellement, parce que dans des établissements du pays, et les établissements du pays sont très très pauvres. Ils n'ont rien à faire de mieux que nous. Professeur Malembe, vous vous étiez inspiré d'études pour exercer le métier du journalisme, parce qu'à votre époque, il n'y avait pas encore de journalistes congolais. Vous vous étiez inspiré d'études. Oh, dire qu'il n'y avait pas encore de journalistes congolais, si. Oui. Il y avait des vieux journalistes congolais. J'ai connu les vieux Olamba, j'ai connu, n'est-ce pas, José Lobeya. Il y en avait quand même. Voilà, nous rectifions, il y avait quand même des journalistes congolais. Oui, il y avait quand même des journalistes congolais. Je me suis en fait lancé dans les journalistes en 1957. En 1957, mais avant moi, il y a eu quand même des journaux. Des journaux qui étaient des journaux, avant tout des journaux blancs, animés par des blancs. Mais il y a eu des collaborateurs congolais avec ces journalistes qui ont été formés sur le terrain. Moi, je suis le premier journaliste universitaire. Je suis le premier journaliste universitaire, mais avant moi, il y a eu des gens formés sur le tas et qui écrivaient très bien. Quand je relis les écrits de Moussa Camus ou de Joseph Loabeya, que le blanc appelait Joseph Loabeya, mais c'était des gens qui avaient une magnifique écriture. Donc avant moi, il y avait des journaux, il y avait des Congolais qui exerçaient ce métier. Vous vous étiez inspiré de qui? À qui vous a donné ce goût d'exercer? D'abord, quand j'étais à l'école, à l'hôpital de Bongayassa, en 1954, à partir du mois de septembre 1954, nous avons commencé à lire les journaux. Il y avait tous les journaux, les grands journaux catholiques. Il y avait le Courrier d'Afrique, qui était destiné aux Blancs, n'est-ce pas? Il y avait la Croix du Congo. Il y avait, n'est-ce pas, Temps Nouveau d'Afrique. Et ce sont ces 3 journaux que nous recevions à l'école. Et je suis tombé sur un grand reportage, n'est-ce pas, rédigé par Moussa Camus, qui était un jeune reporter de moins de 30 ans. Et je l'ai vu en chair et en os. Il est venu, il a fait le tour du Congo, n'est-ce pas, en 1957, avec le directeur du courrier, des directeurs de la Croix du Congo. Ils ont visité l'hôpital où j'étais formé, parce que c'était un hôpital très très célèbre, un hôpital catholique très très célèbre, dirigé par des femmes avec des professeurs femmes. Et c'était très très célèbre. Et l'une des demoiselles était d'une grande famille belge, proche de la famille royale, de la famille royale. Et j'ai commencé à lire les journaux, les courriers de la Croix du Congo, envoyé son directeur avec les jeunes reporters, Moussa Camus, et j'ai fait la connaissance de Moussa Camus. Je l'ai vu en chair et en os. Ça m'a poussé au journalisme. Ça m'a poussé, pas seulement au journalisme, mais ça m'a poussé à faire le tour du Congo comme lui. Lui a fait le tour du Congo en juillet. Moi, j'ai fait le tour du Congo en décembre 57, en V8. Voilà, ok. Ouais. Vraiment, il y a plein de souvenirs avec vous, professeur. Et rapidement aussi, vous pouvez nous signaler, parce que beaucoup de journalistes affirment que lorsqu'on lance les signaux pour la présentation du journal, et très souvent, il y a un changement aussi respiratoire en soi. Et vous qui étiez aussi les premiers présentateurs congolais pour un journal télévisé, non seulement pour vous, c'était aussi pour la nation congolaise. Comment était votre émotion en ce moment-là? Ah, l'émotion était très très grande. Ouais. C'était la première fois qu'on avait la télévision télé.
quand j'ai présenté, je n'ai pas présenté les journaux. Les journaux, c'était mes journalistes, j'étais leur chef. J'ai présenté l'éditorial. La ligne de conduite, n'est-ce pas, de la politique, la ligne politique de la télévision. Et avant moi, il y a eu des téléspectateurs, les trois jolies demoiselles qui étaient désignées, engagées comme téléspectateurs, comme Kanza, Moutaï, comme Germanie, Gertrude. Et c'est elles qui ont présenté les programmes. Et puis elles m'ont laissé la place pour présenter les journaux. L'émotion était très très grande, vous savez, avec les projecteurs, n'est-ce pas, braqués, branchés sur vous. Ce n'était pas facile, l'émotion était très très grande. C'était un moment historique. Hein. Vraiment, professeur, mais un moment historique, vous êtes conscient que vous êtes le premier à présenter les journaux télévisés dans ce pays-là et que tout le monde vous regardait et que vous étiez dans tous les foyers, n'est-ce pas? C'était une grande émotion. En regardant d'abord cette casquette, nous remarquons que non seulement vous étiez journaliste, mais vous êtes également professeur. Maintenant, entre les deux professions, laquelle qui a plus dominé en vous? Journalisme ou pour professeur? Non, les deux. J'étais professeur de journalisme, le premier professeur de journalisme. En fait, j'ai commencé l'enseignement du journalisme en 1963 sous forme de stage. L'UNESCO, le ministère de médias organisait un stage pour les correspondants provinciaux de l'agence congolaise de presse. Et j'étais parmi les trois animateurs, n'est-ce pas, de ces stages, avec M. Topus de l'UNESCO, M. Saint-Victor, ici. Et j'ai gardé ce sont de professeurs de journalisme. Et en 65, j'ai exercé le métier. Et même avant 65, parce que j'ai commencé à exercer le métier en 57. Nous avions une revue au niveau du diocèse. Et c'est moi qui en étais l'animateur. Et donc, je porte les deux chapeaux. Je suis à la fois professeur et, n'est-ce pas, journaliste. Je ne dissocie pas cela parce que les deux vont de pair. Voilà. Professeur, vous avez travaillé pendant l'époque de Joseph Kasavubu, avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila. On peut savoir curieusement quelle a été l'époque des gloires par rapport à votre carrière, des journalistes comme des professeurs. Bon, c'est l'époque de Mobutu. C'est l'époque de Mobutu. D'abord, c'est une période qui a duré longue, qui a connu une certaine stabilité politique. L'époque de Kasavubu n'a pas connu de stabilité politique. L'époque de Kasavubu a été dominée aussi par des professeurs blancs. Nous étions très peu de noirs, peut-être 5 ou 6 ou 7. Et puis l'époque de Mobutu a duré très très longtemps. C'est là où des grandes décisions politiques, académiques, scolaires ont été prises. Donc c'est la période que je considère comme la période de gloire, n'est-ce pas, de l'université congolaise. L'université congolaise, moment de Mobutu, a connu un moment de gloire. Et le déclin aussi a commencé, moins avec la période de Mobutu. Nous allons commencer par monter progressivement et puis par dégringoler. Donc à l'époque de Mobutu, nous avons connu la gloire et nous avons commencé également le déclin. Professeur, alors à votre époque, on remarque qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé comme on a le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de journaux, de la presse écrite, il n'y avait pas beaucoup de radios, mais tous les journalistes que vous formiez, c'était pour qu'ils travaillent où? Nous n'avions pas, effectivement, nous n'avions pas de chaînes de télévision, nous n'avions pas de radio. Nous avions tenté de stabiliser, de libéraliser l'espace médiatique congolais en 1981 avec mon ami Philippe Elédé, ministre, n'est-ce pas, de l'information culturelle. Nous avons projeté des lois, confectionné des lois, n'est-ce pas, qui ont été promulguées le 2 avril 1981, qui ont tenté de libéraliser l'espace médiatique. Mais la libéralisation a commencé effectivement
à partir du 24 avril 1980-90, quand le chef de l'État n'avait pas prononcé son discours introduisant la démocratie, n'est-ce pas, en RDC. En ce moment-là, l'espace médiatique a commencé à s'ouvrir. Avant, c'était un espace médiatique dominé par les médias publics. C'est l'État qui dirigeait tous les médias. Et nous avons mené cette politique jusqu'en 1996 par la loi du 22 juin 1996, auquel nous avons participé en tant que penseurs, en tant qu'insultants. Et donc, l'espace médiatique était très très restreint avant 1995, c'était dominé par les pouvoirs étatiques. Et puis peu à peu, ça commence à s'ouvrir jusqu'à maintenant. Et puis les lois sont venues compléter, améliorer cet espace médiatique. Et jusqu'à présent, l'espace médiatique continue à s'améliorer, mais à s'élargir, mais négativement parce que nous avons connu une ère de gloire avec des journaux respectés de par le monde, de par l'Afrique. Les journaux congolais étaient parmi les journaux francophones le mieux utilisés, les mieux respectés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas ce que nous avons connu comme médias. Alors que nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont formés, nous avons des écoles de communication partout. Mais les médias, la valeur des médias, la qualité des médias se perdent de tout. Ok. Professeur, d'Elisti à l'IFACIC, qu'est-ce qui justifie les changements de cette Eh bien, j'ai eu un problème avec l'ISTI. Quand nous avons commencé l'ISTI, j'avais défendu l'idée de créer tous les cycles, 3 cycles. Et j'avais obtenu les 3 cycles, graduat, licence et les doctorats ou les 3e cycles. Mais en 1981, n'est-ce pas, il y a eu un éclatement de l'Université nationale du Zaïre. N'est-ce pas, chaque établissement de l'enseignement supérieur a retrouvé son indépendance. Et nous, les législateurs, nous avons affectés à la famille des instituts supérieurs qui n'avaient pas de qualité, qui n'avaient pas la compétence de former les docteurs. Et donc les jeunes gens diplômés de l'IFACIC retenus comme assistants ne pouvaient pas accéder au doctorat. Et ici au Congo, il n'y avait aucun cadre pour former ces jeunes gens. Alors il fallait trouver la solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de me battre pour récupérer le 3e cycle, c'est-à-dire pour faire de l'ISTI un institut facultaire, c'est-à-dire pour doter l'ISTI du niveau universitaire, de titre d'université. Et c'est pour ça que nous sommes devenus IFACIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Un institut facultaire est une université thématique. Ça ne développe qu'une seule discipline. Et la discipline de l'IFACIC, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Donc c'est pour permettre aux jeunes gens d'accéder au doctorat que nous avons provoqué cette mutation. Nous sommes très bien éclairés pour cette précision, merci professeur, mais nous avons encore une petite inquiétude. Vous êtes l'initiateur de l'IFACIC, qui fait de vous un géniteur de plusieurs journalistes ici au Congo. Maintenant, en regardant, en observant la génération actuelle, constatez-vous des apports par rapport à ce que vous aviez initié? Et je me dis, les journalistes d'aujourd'hui ont quand même apporté quelque chose dans les petits. Écoutez, la création de l'IFACIC a apporté énormément à la population. Énormément. D'abord, quand on a fait l'IFACIC, il n'y avait pas de journalistes universitaires. La plupart des journalistes, plus de 99%, étaient des journalistes formés sur l'État. C'était des jeunes gens qui avaient fait des études secondaires, mais qui n'avaient même pas terminé les études secondaires. Rares étaient ceux qui avaient terminé les humanités. Et donc, la contribution de l'IFACIC a été une contribution majeure. Et ça s'est fait sentir quand les jeunes gens ont été versés sur le marché. On a senti une différence entre les jeunes gens qui venaient de l'IFACIC et ceux qui étaient formés sur l'État.
Et donc, et cet apport, même aujourd'hui, il y a toujours une différence entre les jeunes gens qui sont formés sur le tas et les jeunes gens qui viennent des écoles de communication. Ils ont passé 3 ans, 5 ans, ce n'était pas pour rien, c'est pour apporter quelque chose. Donc ils ont apporté beaucoup de choses qualitativement. Qualitativement, ils ont apporté beaucoup. Professeur, du point de vue éthique et déontologie, vous avez à reprocher de manière générale à la presse congolaise? Oui, il y a beaucoup à reprocher, mais il faut reprocher non pas aux journalistes, mais à l'organisation économique. L'organisation économique du pays ne permet pas aux journalistes de s'épanouir. Ce sont des gens qui travaillent dans des conditions malheureuses et tristes. Et comme on dit, la pratique de la vertu, ça présuppose au minimum un bien-être matériel. Si vous n'avez rien, vous ne mangez pas comme il faut, comment voulez-vous pratiquer la vertu? C'est très très difficile. Et les conditions économiques, la presse ne s'épanouit que dans des conditions économiques convenables. Et la presse congolaise tourne, n'est-ce pas, a énormément de difficultés à démarrer, à décoller. Pendant la Deuxième République, surtout entre 65 et 81, c'était vraiment la période de gloire de la presse. Parce que c'est l'État qui intervenait, qui prenait tout en charge. Mais depuis lors, n'est-ce pas, les journalistes vivent dans des conditions difficiles. Et dans ces cas, je suis désolé de le dire, en tant que professeur, en tant qu'initiateur de l'IFACIC, je suis désolé de reconnaître que ça va très très mal sur le plan de l'éthique, sur le plan de la déontologie, mais j'ai compris. Samedi Licom qui est l'initiateur de l'ISTI et il a assuré également sa transition dans le temps et dans l'espace. Et c'est lui en fait qui a défini la philosophie journalistique et la référence auprès de qui beaucoup de jeunes gens ont été formés à l'art grand architecte. Non, mais il ne peut pas rester sur place. Un corps qui ne bouge pas, c'est un corps qui va disparaître. Donc, avec toutes les énergies, le peu d'énergie qu'il a, il peut de temps en temps venir participer dans des activités comme celle-ci, où il se sent honoré. Cette honorabilité, il en a besoin pour sa survie aussi. Une bonne longévité encore pour le petit temps qu'il reste. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, il s'agissait là du professeur David Pata, l'un des professeurs qui enseigne aussi à l'IFACIC. Il a parlé par rapport au professeur Malembe. Et comme il est présent, il peut nous dire un petit mot par rapport à ces petits témoignages. Professeur, votre impression? C'est un enfant, en fait, c'est pas un enfant, il est maintenant mon collègue professeur. Mais c'est mon enfant, c'est mon cinquième enfant. Il a les rangs de mon 5e enfant et je l'ai connu depuis très très longtemps. C'est un jeune homme très très brillant et je lui souhaite une longue carrière. Il a encore beaucoup à faire pour arriver à mon niveau. Il faut encore des habitudes à peu près 20 ans encore. Il n'a pas que la tel ménage, il a souvent, mais pour la carrière, c'est un garçon qui a une longue carrière et je le souhaite un grand succès. Il a soutenu sa thèse une année, brillamment, en France. Générer l'institut, de l'entourage, accepter les sacrifices pour nous avons accepté, mais les vieillards, nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. J'espère qu'avec eux, on va des changements sur le plan économique et nous obtenir salariat.
Ce que je n'ai pas réalisé, c'est la construction de l'IFASI. J'avais un grand terrain entre la RTNC et Pain-Victoire. Ce terrain qui est occupé par les gens venus d'où, je ne sais pas, par les kabylistes, c'est moi qui l'avais obtenu en 74. Je l'avais obtenu en 74 et il y a eu l'engagement de la France pour construire une cité semblable à la RTNC. Mais l'État, il y avait, à cause des rivalités entre les deux ministères, l'enseignement supérieur et, n'est-ce pas, le ministère de l'orientation nationale sur le fonctionnement de l'IFASI, ce projet a échoué. Ce qu'il faut réparer, il y a beaucoup de choses. Vous avez d'abord les routes. Il faut réhabiliter les routes. Pas des routes nécessairement asphaltées, mais à l'époque coloniale, nous n'avions pas de routes asphaltées. On avait très peu. Mais nous savions circuler à travers les voies. Les routes d'abord, parce que ça permet d'avoir l'évacuation, n'est-ce pas, des produits agricoles. Ça permet aux gens de circuler convenablement. Et il faut donc que la priorité accordée, que la priorité accordée à l'éducation. L'éducation est une des priorités. Et si je continue, c'est la santé, c'est la justice. Ah, il est mort il y a 2 ans, je crois. C'est le vieux Moussa Kamou. Le vieux Moussa Kamou, c'est lui qui m'a inspiré sur la voie journalistique. Aucune chance. Parce que finalement, ce sont les mêmes produits. Je préfère encore la RTNC, parce que la RTNC a quand même des infrastructures que d'autres chaînes possèdent. Eh bien, je regarde, je suis souvent à la télévision, pas d'émission spéciale, mais je suis souvent les débats au niveau de Top Congo. Je crois que c'est une très bonne émission et je suis cette émission. Voilà, nous avons parlé de toutes les rubriques, le professeur a donné toutes les réponses possibles. Je crois que vous êtes vraiment satisfait, vous êtes nourris. Nous voici venir à la fin de cette émission. Vous allez nous retrouver prochainement, le mercredi prochain, avec un autre invité, un autre distingué, soit un autre distingué. Ici, nous remercions le professeur de nous avoir reçus. Merci, professeur. Merci. Voilà, nous allons nous lever.